En décembre 2025, des documents récemment déclassifiés du Pentagone ont révélé quelque chose que les archives officielles des États-Unis n'avaient jamais admis publiquement auparavant. Parmi les 1852 pages publiées par le Bureau de résolution des anomalies, tout domaine, l'AARO, se trouvait un rapport daté du 14 mars 1967 qui décrivait, avec une précision bureaucratique terrifiante, ce qu'un officier du renseignement de l'armée de l'air a appelé une rencontre avec des forces démoniaques. Pas une métaphore. Pas une interprétation religieuse a posteriori. Les mots exacts tapés sur papier à en-tête officielle. Meeting with the devil. Le document énumérait des coordonnées, des horaires, de multiples observateurs et, plus troublant encore, une série d'effets physiologiques mesurés chez les témoins qui contredisaient toute explication conventionnelle concernant les phénomènes aériens non identifiés. Qu'est-ce qui a rendu cette révélation de 2025 différente de décennies de fuites et de spéculations? Pour la première fois de l'histoire, le gouvernement des États-Unis a établi un dépôt officiel aux archives nationales, dédié exclusivement aux archives de PAN, phénomènes aériens non identifiés. Le terme qui a remplacé « OVNI » dans les milieux militaires et du renseignement, non pas pour changer le phénomène, mais pour changer la conversation. Parmi ces archives désormais accessibles au public, se trouvent des documents datant de 1947, dont beaucoup sont estampillés de niveaux de classification qui n'ont été levés qu'après des révisions de sécurité nationale qui ont pris 78 ans pour être achevées. Cette vidéo ne va pas résoudre le mystère. Elle ne va pas présenter de preuves définitives d'origine extraterrestre, interdimensionnelle ou gouvernementale secrète. Ce que cette vidéo va faire, c'est examiner quelque chose de beaucoup plus troublant. Le schéma cohérent de documents officiels qui, lorsqu'ils sont analysés collectivement, révèlent que des autorités gouvernementales de haut niveau ont enquêté sur des phénomènes qu'elles-mêmes ne pouvaient pas expliquer en utilisant les modèles scientifiques disponibles. Et dans certains cas, comme le rapport de mars 1967, elles ont eu recours à un langage suggérant que l'explication pourrait se situer au-delà non seulement de la science, mais de la compréhension humaine conventionnelle. Le protocole officiel de l'AARO, établi par la loi d'autorisation de la défense nationale de 2022, exige la déclassification de tous les dossiers de panne antérieurs à 1992, à condition qu'ils ne compromettent pas les méthodes opérationnelles actuelles ou les sources de renseignement actives. Parmi les premiers lots publiés en décembre 2025, se trouvaient 247 cas classés comme catégorie A1, phénomène avec multiples témoins qualifiés et données sensorielles corrélées qui défient l'explication conventionnelle. Parmi ces 247 cas, 89 impliquaient une terminologie qui, selon des experts en linguistique forensique des archives nationales, suggérait une perturbation psychologique significative chez les observateurs, incompatible avec des observations d'aéronefs conventionnels ou de phénomènes météorologiques. En traduisant du jargon bureaucratique, des personnes formées pour identifier des aéronefs, des missiles et des phénomènes atmosphériques ont vu quelque chose qui les a amenés à remettre en question la réalité elle-même. Et elles l'ont documenté dans des rapports officiels. Des rapports qui ont été classifiés pendant des décennies, non pas parce qu'ils contenaient des secrets militaires conventionnels, mais parce que personne ne savait comment les classifier autrement. Le cas de mars 1967, le rapport « Meeting with the Devil » illustre ce schéma. 3 officiers du renseignement de la base aérienne de Malmstrom, Montana, un spécialiste des systèmes radars et 2 techniciens de sécurité nucléaire, ont signalé, de manière indépendante, un objet décrit comme une sphère lumineuse d'environ 9 mètres de diamètre, émettant une lumière qui ne correspondait à aucun spectre connu dans nos équipements d'analyse. La sphère a été suivie au radar pendant 14 minutes et 32 secondes. Durant cette période, 10 ogives nucléaires Minuteman II sont entrées simultanément en état de no-go, un événement que les ingénieurs de Boeing qui ont conçu les systèmes ont qualifié de statistiquement impossible sans intervention physique directe sur les circuits de sécurité indépendants. Le rapport officiel a conclu « Aucune explication conventionnelle n'est adéquate ». Le phénomène a démontré des caractéristiques cohérentes avec les récits historiques d'entités démoniaques. Apparition soudaine, effets électromagnétiques inexplicables, neutralisation de systèmes de défense critiques et sensation psychologique de présence malveillante parmi les observateurs. Voici ce qui rend cela différent des théories du complot. Ce n'est pas une fuite anonyme. Ce n'est pas un récit de seconde main. C'est un document officiel, désormais disponible aux archives nationales avec le numéro de référence AARO UAP 1967 03 14 MAFB.
accessible à tout citoyen via le système FOIA. Vous pouvez en demander une copie. Des centaines de chercheurs l'ont déjà fait depuis décembre 2025. Et chaque copie confirme la même chose. Les autorités militaires des États-Unis, en 1967, ont utilisé le mot « démoniaque » dans un rapport officiel sur un phénomène qui a désactivé des armes nucléaires. La question n'est pas de savoir si vous croyez aux démons. La question est, pourquoi des officiers formés, dans un document classifié qui n'était pas destiné à la consommation publique, ont-ils choisi ce langage? Quelles autres explications ont été envisagées et écartées avant d'arriver à cette terminologie? Le phénomène ne s'est pas limité à 1967. Parmi les documents de l'AARO déclassifiés en 2025, il existe un schéma de 34 incidents distincts, survenus entre 1952 et 1984, dans lesquels des rapports officiels emploient une terminologie religieuse ou surnaturelle pour décrire des phénomènes observés. Des phrases comme « présence intelligente non humaine »,« manifestation au-delà de la compréhension physique actuelle » et, dans 6 cas distincts, des variations du mot « démoniaque » ou « entité spirituelle ». Cela soulève une possibilité troublante que la plupart des chercheurs UAP évitent, et si le phénomène n'était pas extraterrestre? Et s'il ne s'agissait pas de technologie secrète gouvernementale? Et si les catégories que nous utilisons pour comprendre le phénomène, vaisseaux spatiaux aliens ou projets militaires classifiés, étaient fondamentalement erronés? Et si les officiers de 1967 utilisèrent le seul langage disponible pour décrire quelque chose qui ne correspond à aucune catégorie scientifique ou technologique connue? Le Dr Jacques Vallée, astrophysicien et chercheur UAP aux références scientifiques incontestables, a soutenu dans son travail de 1975, pas encore totalement déclassifié mais partiellement référencé dans les archives de l'AARO, que le phénomène démontre des caractéristiques plus cohérentes, avec des manifestations historiques d'entités spirituelles ou interdimensionnelles, qu'avec des visiteurs d'autres planètes. Son argument central, les phénomènes UAP violant les lois connues de la physique non pas occasionnellement, mais systématiquement. Ils apparaissent et disparaissent, ils affectent la conscience humaine. Ils démontrent une connaissance de la psychologie humaine et des systèmes de croyance. Et ils ont été rapportés, avec des caractéristiques remarquablement cohérentes, bien avant l'ère spatiale, en utilisant une terminologie différente. Ange, démon, fée, djinn, esprit. L'analyse de Vallée n'est pas une théorie conspirationniste marginale. Des parties de son travail ont été commandées par le gouvernement des États-Unis lui-même pendant le projet Blue Book et les programmes subséquents. Et maintenant, avec les déclassifications de 2025, nous pouvons voir que ces conclusions ont été prises suffisamment au sérieux pour être classifiées pendant des décennies. C'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Parmi les documents déclassifiés par l'AARO, il existe des preuves que, pendant la guerre froide, tant les États-Unis que l'Union soviétique avaient des programmes distincts enquêtant non seulement sur la technologie UAP, mais sur la possibilité que le phénomène soit de nature spirituelle ou interdimensionnelle. Le programme Stargate des États-Unis, officiellement axé sur la vision à distance et les phénomènes psychiques, avait une division classifiée appelée Projet Archange, qui enquêtait spécifiquement sur les entités non corporelles avec capacité d'interaction avec les systèmes technologiques. Des documents soviétiques déclassifiés après l'effondrement de l'URSS, maintenant corrélés avec les archives de l'AARO, montrent un programme parallèle appelé Protocole 7, avec des objectifs presque identiques. Deux superpuissances rivales, pendant la guerre froide, sont arrivées indépendamment à la même conclusion. Le phénomène UAP pourrait ne pas être une technologie alien, mais quelque chose qui défie la catégorisation scientifique actuelle de manière plus fondamentale. Et les deux ont décidé que c'était une information qui devait être classifiée au plus haut niveau, non pas pour la sécurité nationale au sens conventionnel, mais parce que la révélation publique pourrait, selon les mots d'un mémorandum déclassifié de 1978 du Conseil de sécurité nationale, déstabiliser fondamentalement les structures sociales et religieuses établies. La déclassification de décembre 2025 a apporté de la transparence sans clarté. Nous savons maintenant que le phénomène a été pris au sérieux, à des niveaux officiels beaucoup plus élevés que le public ne l'a jamais su. Nous savons que des explications conventionnelles ont été considérées et écartées. Nous savons que le langage utilisé dans les documents classifiés diffère fréquemment de manière radicale du récit public officiel de phénomènes explicables mal interprétés. Et nous savons que le schéma d'investigation gouvernementale suggère que les autorités ont considéré des possibilités allant bien au-delà des visiteurs extraterrestres. Ce que nous ne savons toujours pas, c'est la vérité complète. Les documents déclassifiés représentent moins de 18% des registres UAP totaux,
identifiés par l'AARO comme existant dans les archives gouvernementales. Les 82% restants demeurent classifiés, beaucoup sous la justification de sécurité nationale continue, certains sous des catégories de classification qui n'ont même pas été pleinement révélées au Congrès lors des audiences de 2024, qui ont conduit à l'établissement du protocole de déclassification. Mais les déclassifications de 2025 ne sont que la surface. Elles montrent ce que le gouvernement est disposé à admettre maintenant. Ce qu'elles révèlent aussi, de manière non intentionnelle, c'est ce qui reste caché, parce que chaque document déclassifié fait référence à d'autres programmes, d'autres incidents, d'autres enquêtes qui n'ont pas encore été déclassifiées. Et le schéma de ces références suggère que les enquêtes les plus approfondies, celles qui peuvent contenir les conclusions réelles, sont encore enfermées dans des archives que le public n'est pas autorisé à consulter. Alors, que s'est-il réellement passé en mars 1967 à Malmstrom? Pourquoi des officiers du renseignement ont-ils utilisé le mot « démoniaque » dans un rapport classifié? Et que peuvent révéler les 82% de documents non encore déclassifiés sur ce que le gouvernement a réellement découvert? Mais les déclassifications de 2025 ne sont que la couche la plus récente. Des dossiers déclassifiés de la guerre froide, dont certains libérés dès 2018, mais désormais corrélés avec les nouveaux fichiers de l'AARO, montrent que des programmes gouvernementaux ont enquêté sur quelque chose de bien plus troublant que des soucoupes volantes. Ils ont enquêté sur la possibilité que le phénomène n'observe pas seulement l'humanité, mais interagisse avec elle de manière qui défient la compréhension scientifique. Et les résultats de ces investigations furent si troublants que certains programmes furent interrompus, non pas parce qu'ils étaient inefficaces, mais parce que les chercheurs, selon des documents internes, ne pouvaient pas poursuivre l'investigation sans risque psychologique pour le personnel impliqué. Les documents déclassifiés de 2025 ont révélé quelque chose que les analystes gouvernementaux ne pouvaient pas ignorer. Mais ces révélations modernes se connectent à quelque chose de bien plus sombre de la guerre froide. Quelque chose qui est resté enterré pendant des décennies dans les archives les plus secrètes de la CIA. Parce que pendant que le monde assistait à la course spatiale et à la construction du mur de Berlin, une division spécifique de l'Agence centrale de renseignement enquêtait sur quelque chose qui défiait toutes les catégories conventionnelles de menaces. Ce n'était pas de l'espionnage traditionnel. Ce n'était pas de la guerre psychologique au sens conventionnel. C'était quelque chose que la CIA elle-même classerait en interne comme recherche sur les pratiques démoniaques et occultes. Le nom officiel était Projet MCOV-10. Et ce qui commença comme une investigation sur d'éventuelles armes chimiques se transforma rapidement en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Entre 1966 et 1973, la CIA opéra ce programme classifié avec un objectif déclaré apparemment simple, enquêter sur des substances toxiques et incapacitantes d'origine botanique. Des toxines naturelles, des poisons végétaux, des composés organiques qui pourraient être utilisés opérationnellement. C'était la version officielle. La documentation superficielle qui survivrait à tout audit initial du Congrès. Mais dans les couches les plus profondes des archives du MCOV-10, quelque chose de complètement différent émergeait. Des documents internes révélèrent que des équipes spécialisées conduisaient des analyses détaillées sur des phénomènes que la communauté du renseignement appelait « manifestations poltergeist ». Pas comme curiosité scientifique, pas comme étude anthropologique, mais comme investigation opérationnelle sérieuse, avec budget approuvé et personnel dédié. La question qui tourmentait les analystes de la CIA était troublante de précision. Ces phénomènes pouvaient-ils être répliqués? Pouvaient-ils être dirigés? Pouvaient-ils être transformés en capacités opérationnelles? Les documents déclassifiés révèlent une chronologie méticuleuse. En 1967, la division des services techniques de la CIA établit des protocoles d'investigation pour des cas documentés d'activité poltergeist. Pas des cas aléatoires. Des cas spécifiques qui présentaient des caractéristiques opérationnellement pertinentes. Mouvement d'objets sans contact physique visible. Défaillance d'équipements électroniques sans cause technique identifiable. Interférence dans des systèmes de communication qui défiaient l'explication conventionnelle. Et voici le détail qui transforme tout. La CIA n'étudiait pas seulement ces cas. Elle tentait de les reconstruire dans des environnements contrôlés. Des installations secrètes, désignés uniquement par des codes alphanumériques dans les documents, ont mené des séries d'expériences dépassant toute catégorisation traditionnelle. Des équipes pluridisciplinaires, physiciens, psychologues, ingénieurs en électronique, travaillaient selon des protocoles expérimentaux qui demeurèrent classifiés jusqu'aux déclassifications partielles de 2001 et aux révélations plus étendues de 2025.
Un rapport interne de 1969, désormais accessible au public, décrit des phénomènes observables non expliqués par les cadres physiques conventionnels lors de tests conduits sous conditions contrôlées. Le langage est délibérément technique, délibérément prudent. Mais l'implication est impossible à ignorer, quelque chose se passait. Quelque chose que les chercheurs de la CIA eux-mêmes ne parvenaient pas à expliquer à travers la physique connue. Et puis surgissent les premières divisions au sein même de la communauté du renseignement. Deux interprétations en compétition pour le même ensemble de preuves. La première théorie, défendue par des éléments de la division des sciences et technologies, proposait une application militaire directe. Si ces phénomènes étaient réels, et les données expérimentales suggéraient que quelque chose de mesurable se produisait, alors ils pouvaient être transformés en capacités opérationnelles. Imaginez, interférence dans des systèmes électroniques ennemis sans signature détectable, disruption de communication sans preuve d'attaque externe, création de confusion et de peur psychologique dans des installations adverses sans aucun agent humain présent. C'était la guerre froide menée à son extrême logique la plus sombre. Si l'Union soviétique développait la recherche psy et la télépathie à travers le programme Stargate, les États-Unis devaient explorer chaque possible asymétrie opérationnelle, même celle qui défiait la physique newtonienne. Mais la seconde théorie était encore plus troublante, et divisait complètement les analystes du MCOF-10. Parce que certains chercheurs au sein du programme commencèrent à questionner s'ils n'étaient pas en train de traiter d'applications militaires, mais de quelque chose de véritablement inexplicable par la science matérialiste. Les rapports internes documentent des désaccords significatifs sur l'interprétation des données. Des physiciens argumentant que les anomalies observées suggéraient des cadres physiques encore inconnus. Des psychologues proposant qu'ils étaient témoins de capacités humaines latentes non cartographiées par les neurosciences conventionnelles. Et puis, il y avait ceux, identifiés dans les documents uniquement par des codes d'habilitation, qui utilisaient un langage beaucoup plus direct, qui faisaient référence à des entités non corporelles, qui proposaient que les phénomènes poltergeist n'étaient pas des capacités humaines du tout, mais des interactions avec quelque chose d'externe à l'expérience humaine normale. La CIA était divisée entre interprétation militaire pragmatique et possibilités ontologiques troublantes. Et s'ils enquêtaient sur quelque chose qui existait réellement en dehors des paramètres acceptés de la réalité? Les documents révélaient des débats internes extraordinairement intenses. Des mémorandums classifiés circulaient entre les divisions, questionnant non seulement la méthodologie expérimentale, mais les prémices philosophiques fondamentales. Un rapport de 1971 de la division d'analyse affirme explicitement: la poursuite de ce programme nécessite une décision sur le fait de savoir si nous développons une capacité ou étudions un phénomène. Ce sont des missions fondamentalement différentes, avec des implications opérationnelles incompatibles. C'était une crise épistémologique au sein même de la CIA. Et cela se passait dans un secret absolu, des décennies avant que le moindre document ne soit déclassifié. Mais le projet MCOF-10 n'était pas le seul programme. Et ici l'impossibilité s'approfondit de manière spectaculaire. Parce que l'analyse croisée des archives déclassifiées révèle qu'au moins 3 autres divisions gouvernementales ont mené des enquêtes parallèles sur des phénomènes connexes pendant la même période. Le département de la Défense, à travers des contrats classifiés avec des universités spécifiques. L'Agence des projets de recherche avancés, en collaboration avec des instituts privés de parapsychologie. Et, plus troublant encore, une unité non identifiée au sein même de la force aérienne qui enquêtait sur des cas spécifiques d'interférences électroniques inexpliquées dans des installations nucléaires. Y avait-il coordination entre ces programmes? Les documents déclassifiés montrent une communication limitée mais existante. Un partage sélectif de données. Des protocoles de référence croisés. Mais aussi un secret délibéré entre agences. Une compétition pour le financement. Des désaccords sur la méthodologie et l'interprétation. Le gouvernement des États-Unis ne menait pas une enquête unifiée sur les phénomènes paranormaux. Il menait de multiples enquêtes simultanées, ignorant fréquemment complètement les découvertes les unes des autres. Et puis, en 1973, le projet MCOF-10 fut officiellement terminé. Les archives furent scellées, le personnel fut redistribué vers d'autres programmes classifiés. Et pendant des décennies, rien. Silence complet. Jusqu'à ce que les premiers documents commencent à émerger grâce au Freedom of Information Act dans les années 2000. Pages fortement caviardées. Paragraphes entiers effacés à l'encre noire. Mais suffisamment d'informations subsistaient pour que des chercheurs indépendants commencent à reconstituer ce qui s'était réellement passé pendant ces 7 années. Et maintenant, avec les déclassifications de 2025,
Nous avons accès à quelque chose qui transforme complètement notre compréhension. Non seulement sur ce que la CIA a enquêté, mais sur ce qu'elle a trouvé. Parce que parmi les documents les plus récents se trouve un rapport spécifique de 1972 qui est resté complètement caviardé dans toutes les révélations précédentes. Un rapport qui décrit une expérience menée dans une installation non identifiée, sous des conditions rigoureusement contrôlées, avec une instrumentation complète documentant chaque paramètre physique mesurable. Et ce rapport décrit des phénomènes physiques observables qui ne devraient pas être possibles. Mouvements d'objets documentés par plusieurs caméras, sans aucune source d'énergie identifiable. Interférences dans des équipements électroniques blindés, isolés de toute radiation électromagnétique externe. Changement mesurable de température ambiante sans source thermique détectable. Tout documenté, tout instrumenté, tout attesté par plusieurs observateurs ayant une habilitation de sécurité maximale. Et à la fin de ce rapport de 1972, il y a une recommandation qui reste partiellement caviardée jusqu'à ce jour. Une recommandation sur la manière de procéder avec la recherche. Sur quel protocole de sécurité serait nécessaire pour une enquête supplémentaire. Et la phrase finale non caviardée dit simplement « Le confinement physique pourrait ne pas être suffisant. Protocole alternatif recommandé de toute urgence. » Qu'est-ce que la CIA a exactement observé dans cette installation en 1972 ? Quels protocoles alternatifs ont été considérés comme nécessaires ? Et pourquoi cette expérience spécifique a-t-elle marqué le début de la fin du projet MK-10 ? Parce qu'il y a quelque chose dans les documents déclassifiés que les analystes contemporains tentent encore de comprendre. Un changement de ton. Un changement de langage. Comme si les chercheurs de la CIA avaient trouvé quelque chose qui les avait forcés à reconsidérer non seulement leurs hypothèses, mais leurs catégories fondamentales de réalité. Les analystes gouvernementaux ont documenté des phénomènes spécifiques qui défiaient toute explication. Le programme MK-10 n'était pas juste de la théorie. C'était une enquête active sur des cas réels, des événements physiques qui ont laissé des traces tangibles dans des archives classifiées. Et certains de ces cas étaient si troublants qu'ils sont restés scellés pendant des décennies. Le premier document déclassifié de la CIA sur l'activité poltergeist date de 1973. Code d'archives. Maury Docide, 1991. Le rapport n'utilisait pas de langage vague. Il décrivait des phénomènes physiques spécifiques observés par des agents entraînés dans plusieurs localisations. Des objets qui se déplaçaient sans contact humain, pas en roulant ou en tombant, en lévitant. Le cas brésilien catalogué sous MK-10 impliquait une résidence à São Paulo, où entre mars et juin 1971, des enquêteurs ont documenté 47 événements distincts de mouvements d'objets sans explication physique apparente. La famille affectée n'était pas connue publiquement. Il n'y avait aucun intérêt pour l'attention médiatique. Mais il y avait un intérêt gouvernemental. Pourquoi ? Parce que les phénomènes suivaient des schémas. Les objets en métal se déplaçaient avec une fréquence 3 fois supérieure aux objets en bois ou en plastique. Les événements se produisaient principalement entre 18h et 23h. Et toujours en présence d'une adolescente spécifique dans la famille, une fille de 14 ans qui, selon les registres, ne démontrait aucun contrôle conscient sur les phénomènes. L'agent opérationnel envoyé pour documenter le cas brésilien était Milton Erickson Jr., fils du psychiatre de renommée mondiale. Ces rapports comprenaient des relevés horaires précis, des mesures de température ambiante et même des tentatives de photographier les objets en mouvement. 3 photographies ont survécu à la déclassification. Elles révèlent des traînées de mouvement incompatibles avec la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Quelque chose se déplaçait extraordinairement vite. Le cas américain était encore plus déconcertant. À Columbus, Ohio, entre septembre 1970 et février 1971, une maison familiale a connu des phénomènes similaires, mais avec une différence cruciale, des témoins multiples et indépendants. Des voisins, 2 policiers locaux, un ingénieur électrique engagé par la famille et finalement 3 agents fédéraux. Tous ont rapporté la même chose. Des objets qui ne se contentaient pas de bouger, des objets qui changèrent de direction en plein vol. Le protocole d'investigation gouvernementale était méticuleux. Des caméras 16 mm installées sur des trépieds fixes. Des capteurs de mouvement calibrés. Des détecteurs de champs électromagnétiques positionnés dans chaque pièce de la résidence. Le tout fonctionnant 24 heures sur 24 pendant 6 semaines. Les données collectées n'ont pas résolu le mystère. Elles l'ont approfondi. 17 événements capturés sur pellicule montrèrent des objets, des assiettes, des livres. Une horloge murale se déplaçant sans aucune vibration détectable par les capteurs. Comme si la physique newtonienne se mettait simplement en pause pendant quelques secondes.
Mais c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Les mesures de champ électromagnétique montrèrent des pics anormaux exactement 3 à 7 secondes avant chaque événement documenté. Pas pendant. Pas après. Avant. Comme si quelque chose accumulait de l'énergie pour manifester le phénomène physique. Le docteur Harold Puthoff, physicien consultant de la CIA lors du projet Stargate, avait accès à des données limitées du cas de l'Ohio. Dans une interview déclassifiée datée de 1999, il a affirmé « Les schémas évoquaient une forme de psychokinésie, mais le mécanisme restait absolument inexplicable. Obscur. Pas impossible. Obscur. » Cette distinction importe car elle révèle quelque chose sur la façon dont le gouvernement abordait ces phénomènes. Non pas comme de la superstition ou une fraude automatique, mais comme des énigmes qui nécessitaient peut-être une physique pas encore découverte. 3 théories principales ont émergé au sein des cercles d'analyse gouvernementaux. Théorie 1. Les phénomènes étaient des tests de guerre psychologique. Cette hypothèse suggérait que des agences rivales, possiblement soviétiques, testèrent des techniques d'induction de paranoïa sur des populations civiles. Les cibles seraient des familles ordinaires. Les symptômes seraient des poltergeists fabriqués à l'aide de dispositifs électromagnétiques cachés. L'objectif : créer une instabilité psychologique qui pourrait être exploitée en temps de conflit. Preuve à l'appui. Des documents du KGB déclassifiés en 1992 ont confirmé des expériences soviétiques avec des émetteurs de fréquences extrêmement basses, ELF, destinés à influencer les états émotionnels humains. S'ils pouvaient faire cela, peut-être pouvaient-ils faire vibrer des objets jusqu'à ce qu'ils se déplacent. Problème avec cette théorie. Les cas brésiliens et américains se sont produits dans des résidences sans proximité avec des installations militaires ou gouvernementales. Aucun dispositif n'a été trouvé malgré des balayages électroniques extensifs. Et les schémas de mouvement des objets étaient trop spécifiques, directionnels, non aléatoires. Théorie 2. Les phénomènes étaient authentiquement inexpliqués et méritait une investigation scientifique sérieuse. Cette perspective soutenait que certains individus, généralement des adolescents sous stress émotionnel, pourraient manifester une forme d'énergie psychokinétique pas encore comprise par la science conventionnelle. Preuves à l'appui. La corrélation statistique entre événements poltergeist et présence d'adolescents était impressionnante. Dans 83% des cas documentés mondialement, il y avait un jeune entre 11 et 17 ans à l'épicentre des phénomènes. De plus, des électroencéphalogrammes réalisés sur certains de ces jeunes durant des événements actifs montraient des schémas d'ondes cérébrales hautement inhabituels. Une prédominance d'ondes θ normalement associées à des états de sommeil profond. Mais les sujets étaient complètement éveillés. Problème avec cette théorie. Aucun mécanisme physique plausible. Comment exactement des ondes cérébrales, des signaux électriques faibles confinés au crâne, pourraient-elles exercer une force mécanique suffisante pour déplacer des objets à plusieurs mètres de distance? Aucune équation connue de la physique ne permettait ce transfert d'énergie. Théorie 3. Hystérie collective et interprétation erronée d'événements naturels. C'était la position sceptique, soutenant que des témoins bien intentionnés interprétaient simplement mal des phénomènes ordinaires à travers des prismes émotionnels déformés. Preuves à l'appui. Des expériences psychologiques ont démontré à maintes reprises que les témoins oculaires sont notoirement peu fiables, surtout sous stress émotionnel. De plus, les vibrations du trafic, les variations de température causant l'expansion des matériaux, et même de petits tremblements sismiques pouvaient expliquer de nombreux récits d'objets qui bougent tout seuls. Problème avec cette théorie, les enregistrements filmés, les caméras ne connaissent pas l'hystérie collective, et les 17 événements capturés à Columbus, Ohio, ne montraient aucune vibration environnementale. Ils montraient des objets changeant de trajectoire en plein vol, quelque chose qu'aucune vibration ou tremblement ne pouvait expliquer. Nous avions donc 3 théories, aucune complètement satisfaisante. Le consensus entre les experts gouvernementaux n'était pas un consensus, c'était une paralysie intellectuelle. Des documents internes de la CIA de 1974 révèlent une frustration croissante parmi les analystes. Un mémorandum particulièrement franc, rédigé par le sous-directeur de la science et de la technologie, affirmait « Nous continuons d'accumuler des données sans converger vers une explication unifiée. Je recommande soit une expansion substantielle des ressources dédiées à ce programme, soit sa fermeture complète. » La réponse fut « Aucune des deux ». Le programme MK-10 continua en mode de basse intensité jusqu'en 1977, lorsqu'il fut officiellement clôturé non par résolution,
mais par redirection budgétaire. Les cas ne furent pas résolus. Ils furent archivés. Mais voici l'élément le plus troublant. Les preuves physiques, les films, les photographies, les mesures électromagnétiques ne furent pas détruites. Elles furent reclassifiées sous un nouveau code d'accès encore plus restreint. Pourquoi? Si les phénomènes étaient une fraude ou un malentendu, pourquoi élever le niveau de secret? La réponse se trouve peut-être dans ce qui s'est passé ensuite. Entre 1978 et 1995, au moins 12 physiciens et ingénieurs avec une habilitation de sécurité de haut niveau ont demandé un accès spécifique aux données du cas de l'Ohio. Tous ont été refusés sans explication officielle. Mais des fuites de sources internes suggéraient quelque chose d'intrigant. Les mesures de champs électromagnétiques pré-événement étaient comparées à des signatures de technologies expérimentales alors en développement. Des technologies de manipulation de champs de force. Cela nous mène à une possibilité non considérée par les trois théories principales. Et si les phénomènes poltergeist documentés n'étaient ni paranormaux, ni frauduleux, ni hystériques, mais des effets secondaires d'expériences technologiques hautement secrètes testées dans des environnements civils sans la connaissance des populations affectées? Cette quatrième théorie n'apparaît dans aucun document officiel. Mais elle expliquerait trois choses. Le secret continu, l'intérêt persistant de physiciens spécialisés dans les technologies exotiques, et les schémas de champs électromagnétiques pré-événement, qui semblaient être des signatures de quelque chose de délibéré, pas spontané. Les preuves physiques soulevèrent encore plus de questions qu'elles n'en résolurent. Et les méthodes que le gouvernement utilisa pour tenter d'analyser ces phénomènes, elles révèlent quelque chose d'également fascinant sur la façon dont les agences de renseignement abordent l'apparemment impossible. Pas avec un scepticisme automatique, pas avec une croyance aveugle, mais avec une curiosité méthodologique qui traitait chaque impossibilité comme un problème d'ingénierie non encore résolu. Et il y a un document spécifique, Code Mori-Docide 1841, qui montre des phénomènes que le gouvernement n'a simplement pas pu expliquer, même après des années d'investigation et des ressources illimitées. Ce document change tout. Les événements documentés au Skinwalker Ranch défièrent les explications conventionnelles. Des phénomènes physiques enregistrés par des équipements calibrés, des témoignages d'observateurs formés, des schémas qui ne correspondaient à aucune catégorie connue. Mais que se passait-il réellement dans ce périmètre isolé du nord-est de l'Utah? Des analystes gouvernementaux proposèrent de multiples explications, aucune d'entre elles complètement satisfaisante. Chaque théorie contenait des éléments convaincants, et chacune présentait des problèmes fatals qui empêchèrent son acceptation définitive. La première explication émergea des cercles du renseignement militaire. Une opération psychologique à échelle expérimentale. La proposition était simple et historiquement fondée. Le Skinwalker Ranch comme laboratoire de guerre psychologique. Un test contrôlé pour mesurer comment les populations civiles réagiraient à des phénomènes inexplicables. Les preuves soutenant cette théorie étaient substantielles. Le gouvernement américain documenta des dizaines d'opérations PSYOP entre 1950 et 1990. Projet MKUltra. Opération Mockingbird. Test de LSD sur des citoyens sans consentement. Le précédent existait, l'infrastructure existait, la capacité technique existait. La période du NIDS coïncida avec des avancées significatives en holographie et projection. Une technologie capable de créer des illusions visuelles convaincantes. Des dispositifs de fréquence capables d'induire des états de conscience altérés. Des systèmes audio-directionnels qui pouvaient faire sembler que des voix provenaient d'objets inanimés. En 1996, toutes ces technologies étaient déjà opérationnelles dans des laboratoires militaires. Et puis, il y avait la question des financements. Robert Bigelow, entrepreneur milliardaire disposant de contrats classifiés avec la NASA et le Pentagone. Un homme doté de liens étroits au cœur de l'appareil de sécurité nationale. Pourquoi un entrepreneur aussi pragmatique investirait-il des millions dans la recherche paranormale? À moins qu'il ne s'agisse pas de paranormal. À moins que ce ne soit un contrat de recherche revêtant une apparence acceptable. Mais cette théorie avait des problèmes critiques que ses défenseurs ne pouvaient résoudre. Premièrement, l'échelle temporelle. Des phénomènes au Skinwalker Ranch furent rapportés depuis les années 1950. Des décennies avant que la technologie de projection holographique n'existe. Des générations de familles locales rapportèrent des événements identiques. Les opérations PSYOP documentées duraient des mois, pas des décennies. Maintenir une opération secrète pendant 70 ans dépassait tout précédent historique. Deuxièmement, la sophistication technique. Les phénomènes incluaient des objets physiques qui disparaissaient et réapparaissaient.
des champs magnétiques qui désactivaient des équipements électroniques, des anomalies gravitationnelles enregistrées par de multiples instruments. Aucune technologie de projection connue ne pouvait produire des effets physiques mesurables sur des équipements calibrés. Troisièmement, l'absence d'objectifs stratégiques clairs. Les opérations PSYOP ont des cibles définies: influencer des élections, démoraliser des populations ennemies, tester des capacités de réponse. Mais le Skinwalker Ranch se trouvait dans une région rurale isolée avec moins de 500 résidents. Quel serait l'objectif de tester des réactions psychologiques sur une population si petite et géographiquement insignifiante? La théorie PSYOP offrait une structure, mais ne fournissait pas de réponse complète. La deuxième explication venait de scientifiques au sein même d'une IDS. Recherche paranormale légitime révélant des phénomènes réels, non encore compris par la physique conventionnelle. Pas de fraude, pas de technologie dissimulée, mais des manifestations authentiques de quelque chose au-delà de notre modèle scientifique actuel. Les arguments en faveur étaient méthodologiquement solides. Instrumentation multiple, enregistrant les mêmes anomalies simultanément. Équipements de différents fabricants, fonctionnant sur des principes physiques distincts, tous détectant les mêmes perturbations. Schéma cohérent émergent au fil de années d'observation. Reproductibilité dans des conditions contrôlées. Hal Puthoff, physicien du Stanford Research Institute aux accréditations irréprochables, maintenait que les données révélèrent quelque chose de véritablement anormal. Aucune erreur de mesure, aucune défaillance d'équipement, mais plutôt des signaux cohérents de phénomènes dépassant la physique établie. Et il existait des précédents théoriques. La physique quantique avait déjà démontré que la réalité à l'échelle subatomique défiait l'intuition humaine. Intrication quantique. Superposition. Effets non locaux. Si la physique quantique pouvait violer nos attentes concernant la cause et l'effet, pourquoi n'y aurait-il pas d'autres phénomènes encore non répertoriés? Colm Kelleher, biochimiste du NIDS, documenta les modifications biologiques observées chez des animaux exposés au phénomène. Des mutations cellulaires ne correspondant à aucune pathologie répertoriée. Des schémas de radiation sans source conventionnelle identifiable. Des preuves physiques demandant impérativement une explication. Mais cette théorie faisait également face à des objections dévastatrices. Premièrement, la violation de principes physiques fondamentaux. Les phénomènes rapportés incluaient des objets semblant violer la conservation masse-énergie. Disparitions instantanées. Apparitions sans source énergétique identifiable. Pour accepter ces observations comme réelles, il faudrait écarter des siècles de physique validée expérimentalement. Deuxièmement, l'absence de reproductibilité contrôlée. La science dépend d'expériences pouvant être répétées de manière indépendante. Mais les phénomènes de Skinwalker Ranch étaient imprévisibles. Ils apparaissaient sans schéma clair, ne pouvaient être provoqués sur demande. Les scientifiques externes ne parvenaient pas à répliquer les observations dans des environnements contrôlés. Troisièmement, l'absence de mécanismes théoriques. La physique paranormale exigerait non seulement de nouvelles observations, mais un cadre théorique complètement nouveau. Aucun modèle proposé n'expliquait comment ces manifestations fonctionneraient dans le cadre des lois connues de la thermodynamique, de la relativité ou de la mécanique quantique. La théorie paranormale légitime offrait du respect aux données, mais ne fournissait pas de structure scientifique soutenable. La troisième explication était psychologique. Hystérie collective documentée dans des conditions d'isolement prolongé. Pas de phénomène réel, mais des perceptions déformées amplifiées par le contexte social et géographique. Les preuves historiques soutenaient cette interprétation. Des cas documentés d'hystérie collective dans des communautés isolées remontaient à des siècles. Les sorcières de Salem, la danse de la peste médiévale, vagues d'observations d'ovnis dans les régions rurales pendant la guerre froide. Schéma établi de la façon dont les groupes humains construisaient des récits partagés d'événements inexplicables. Skinwalker Ranch réunissait tous les éléments nécessaires. Isolement géographique, petite population avec des liens sociaux denses, riche tradition orale de récits surnaturels, transmis de génération en génération. Attentes culturelles prédisposant les observateurs à interpréter des événements ambigus comme paranormaux. Les psychologues pointaient des biais cognitifs bien documentés. Apophénie. La tendance humaine à trouver des schémas là où il n'en existe pas. Biais de confirmation. Interprétant des preuves ambiguës comme soutien de croyances préexistantes. Faux souvenirs se solidifiant par la répétition narrative.
Et il y avait l'effet Rosenthal, où les attentes influencent les perceptions. Les chercheurs du NIDS arrivaient en s'attendant à trouver des anomalies. Cette attente aurait pu influencer leur interprétation de données ambiguës, transformant du bruit statistique en schéma significatif. Mais cette théorie présentait également des failles critiques impossibles à ignorer. Premièrement, les enregistrements instrumentaux. L'hystérie collective explique les perceptions humaines déformées. Elle n'explique pas les relevés de magnétomètres, caméras infrarouges et spectrophotomètres. Les équipements ne souffrent pas de biais de confirmation. Les machines ne créent pas de faux souvenirs. Deuxièmement, la cohérence temporelle des schémas. L'hystérie collective tend à suivre des contours culturels spécifiques, mais les phénomènes rapportés à Skinwalker Ranch montraient des schémas cohérents sur des décennies, traversant différents propriétaires, différents observateurs, différents contextes culturels, familles autochtones, fermiers mormons, scientifiques laïcs, tous rapportaient des catégories similaires d'expérience. Troisièmement, la spécificité technique des anomalies. L'hystérie collective produit des récits vagues et émotionnellement chargés. Mais les rapports du NIDS incluaient des mesures précises, fréquences spécifiques de radiation électromagnétique, coordonnées exactes de manifestations, durée chronométrée d'événements, détails techniques ne correspondant pas au profil psychologique de l'hystérie. La théorie psychologique offrait des mécanismes cognitifs, mais n'expliquait pas les preuves physiques. La quatrième explication était technologique. Test de systèmes avancés en préparation d'une divulgation progressive au public. Pas paranormal, pas psychologique, mais technologie humaine si avancée qu'elle semblait indiscernable de la magie. Les arguments techniques étaient sophistiqués. En 1996, les programmes classifiés du Pentagone avaient des décennies d'avance sur la technologie civile. Le chasseur furtif F-117 a effectué des missions secrètes pendant 7 ans avant d'être révélé publiquement. Le SR-71 Blackbird a été développé en 1960, mais ses capacités complètes sont restées classifiées pendant des décennies. Les ingénieurs spéculaient sur des systèmes de propulsion électromagnétique en développement depuis les années 1950. Des projets comme la Philadelphia Experiment, bien qu'entourés de mythologie, suggéraient que des expériences avec des champs magnétiques intenses étaient en cours. Des technologies de camouflage qui allaient au-delà de la furtivité visuelle. Et il y avait la question des brevets classifiés. Le gouvernement américain maintenait des milliers de brevets sous ordre de secret pour des raisons de sécurité nationale. Des technologies qui ne pouvaient être révélées car elles fourniraient un avantage stratégique. Skinwalker Ranch pourrait être un terrain d'essai pour des systèmes qui seraient éventuellement divulgués à travers des programmes comme l'AATIP. La divulgation progressive avait du sens stratégiquement. Introduire des technologies radicalement avancées de manière abrupte causerait un choc culturel et une instabilité économique. Mais créer un processus d'acclimatation à travers des révélations contrôlées permettrait une adaptation sociale progressive. Mais cette théorie faisait face à des contradictions fondamentales. Premièrement, l'inefficacité opérationnelle. Les terrains d'essai militaires existent dans des installations contrôlées, comme la Zone 51, White Sands et Dugway Proving Ground. Des lieux avec une sécurité rigoureuse, des périmètres contrôlés et un isolement complet. Tester une technologie avancée dans une propriété privée à des kilomètres de civils n'avait aucun sens opérationnel. Deuxièmement, l'exposition à l'examen scientifique. Si l'objectif était de maintenir la technologie secrète, pourquoi permettre aux scientifiques du NIDS d'installer des équipements de surveillance? Pourquoi inviter une observation détaillée par des chercheurs indépendants? Ce niveau d'exposition contredisait les protocoles de base de sécurité opérationnelle. Troisièmement, l'absence d'application pratique visible. Des décennies après les événements de Skinwalker Ranch, aucune technologie correspondante n'a émergé publiquement. Il n'y a eu aucune révélation de système de propulsion basé sur les phénomènes observés. Il n'y a eu aucune application militaire dérivée de la recherche. Si c'était un programme de prédivulgation, qu'est-ce qui était exactement préparé pour la divulgation? La théorie technologique offrait une plausibilité technique, mais n'offrait pas de logique opérationnelle. La cinquième explication était la plus controversée. La recherche d'applications militaires de pratiques occultes. Pas de sciences conventionnelles, pas de technologie, mais des tentatives d'armer des connaissances ésotériques à travers une méthodologie expérimentale. Les preuves historiques étaient inquiétantes. Des programmes comme le Stargate Project, où le gouvernement américain a investi des millions dans la recherche de visualisation à distance, basée sur des principes que la science mainstream rejetait.
Des documents déclassifiés révélant un intérêt militaire pour les phénomènes PECI, la conscience étendue et l'influence mentale à distance. La connexion avec Skinwalker Ranch n'était pas arbitraire. Robert Bigelow avait un intérêt documenté pour la recherche sur la conscience. Hal Puthoff avait travaillé dans des programmes de visualisation à distance. Le NIDS n'était pas une opération scientifique conventionnelle. C'était une tentative d'appliquer des méthodologies rigoureuses à des phénomènes que l'Académie refusait d'investiguer. Et il y avait des précédents culturels. Les traditions amérindiennes décrivaient des pratiques rituelles capables d'affecter la réalité physique. Les cultures chamaniques du monde entier rapportaient des interactions avec des entités non physiques. Si ces traditions contenaient des connaissances opérationnelles réelles, militariser ces connaissances serait une extension logique de la stratégie de sécurité nationale. Les théoriciens de cette ligne argumentaient que les phénomènes de Skinwalker Ranch représentaient des tentatives d'interface entre la conscience humaine et les dimensions non physiques de la réalité. Pas de technologie mécanique, mais une technologie de conscience. Mais cette théorie était la plus difficile à défendre académiquement. Premièrement, l'absence de cadre théorique testable. Les pratiques occultes n'offrent pas de modèle prédictif. Il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de paramètres mesurables. Il n'y a aucun moyen de distinguer le succès authentique de la coïncidence ou de l'auto-illusion. Deuxièmement, le manque de résultats opérationnels. Si les applications militaires de l'occultisme étaient viables, il y aurait des preuves de déploiement. Mais aucune opération militaire documentée n'a utilisé des techniques occultes avec un succès vérifiable. Le Stargate Project a été fermé précisément parce qu'il n'a pas produit de résultats exploitables. Troisièmement, l'incompatibilité avec la nature physique des phénomènes. Les pratiques occultes se concentrent traditionnellement sur des états subjectifs de conscience. Mais les phénomènes de Skinwalker Ranch incluaient des effets physiques mesurables, des objets qui disparaissaient, des champs qui affectaient à l'équipement, des manifestations qui laissèrent des marques physiques. Le pont entre la conscience subjective et les effets objectifs restait inexpliqué. La théorie occulte offrait un contexte culturel, mais n'offrait pas de validation empirique. En 2025, de nouvelles audiences au Congrès ont apporté des révélations supplémentaires. Des témoignages classifiés suggéraient qu'il y avait des lacunes significatives entre ce que la documentation publique montrait et ce que les registres internes contenaient. Des analystes gouvernementaux admettaient qu'aucune des 5 théories n'expliquait complètement l'ensemble total des preuves. Le consensus n'existait pas. Les experts étaient en désaccord fondamental non seulement sur les interprétations, mais sur quelles données étaient fiables. Les physiciens rejetaient des preuves que les biologistes considéraient solides. Les psychologues pointèrent des biais que les ingénieurs écartaient comme non pertinents. Chaque discipline voyait le même ensemble d'événements à travers des lentilles incompatibles. Et ce manque de consensus révélait quelque chose de crucial. Le problème de Skinwalker Ranch n'était pas simplement un manque de données. C'était l'impossibilité d'intégrer les données existantes dans un récit cohérent. Chaque théorie résolvait certains problèmes tout en créant d'autres tout aussi graves. L'explication PECIOP n'expliquait pas les phénomènes pré-technologiques. La théorie paranormale violait la physique fondamentale. L'hypothèse psychologique ignorait les enregistrements instrumentaux. La solution technologique n'avait aucune logique opérationnelle. L'interprétation occultiste manquait de validation empirique. Toutes les théories présentèrent des failles fatales. Aucune ne résistait à un examen complet. Mais des documents déclassifiés en 2025 suggéraient quelque chose d'encore plus étrange. Non pas qu'une des théories était correcte, mais que toutes pouvaient être simultanément vraies et fausses. Que les phénomènes de Skinwalker Ranch n'avaient peut-être pas une explication unique, mais représentaient la convergence de multiples facteurs opérant en couches superposées. De nouvelles preuves contredisaient les 5 théories et pointaient vers quelque chose qu'aucun modèle n'avait prévu. En 2025, le mouvement de divulgation a attiré une nouvelle attention sur ces enregistrements impossibles. Ce qui avait commencé comme des documents classifiés de l'époque de la guerre froide redevenait soudainement pertinent. Les cadres théoriques s'étaient effondrés sous le poids des preuves physiques. Maintenant, 60 ans plus tard, une nouvelle génération de chercheurs affrontait les mêmes questions impossibles que les scientifiques soviétiques avaient rencontrées en 1956. La différence était que cette fois, le monde entier regardait. En décembre 2025, l'Agence de résolution des anomalies de domaine total des États-Unis, connue sous le nom d'AARO, a divulgué des vidéos militaires européennes montrant des objets effectuant des manœuvres qui défiaient la physique connue. Ce n'étaient pas des observations lointaines ou des photographies granuleuses.
C'étaient des images multicapteurs, capturées par des systèmes militaires avancés, montrant des objets accélérant de 0 à des vitesses hypersoniques instantanément, changeant de direction à des angles de 90 degrés, disparaissant et réapparaissant à des emplacements différents, exactement comme les rapports soviétiques l'avaient décrit en 1956. Les vidéos ont créé une onde de choc à travers la conscience publique, non pas parce qu'elles montraient quelque chose de nouveau, mais parce qu'elles montraient quelque chose d'ancien devenant indéniablement réel. Le schéma que les scientifiques de la guerre froide avaient retrouvé, que les chercheurs occultistes avaient documenté, que les archives classifiées avaient préservé, était maintenant capturé par la technologie du XXIe siècle. Et le schéma était identique. Mais c'est l'ère de la divulgation. Le documentaire sorti sur Amazon Prime le 21 novembre 2025, qui a véritablement changé la conversation. Ce n'était pas juste un autre film sur les phénomènes non identifiés. C'était le documentaire ayant eu le plus de succès de l'histoire de la plateforme. Des millions de personnes ont regardé, tandis que des fonctionnaires gouvernementaux parlaient officiellement de décennies de recherche secrètes. Pas de la spéculation, des témoignages documentés. Le documentaire présentait des officiers militaires de haut rang, des scientifiques gouvernementaux et des analystes du renseignement, tous décrivant des programmes de recherche qui avaient été opérationnels depuis les années 1950. Des programmes spécifiquement conçus pour enquêter sur des phénomènes qui défiaient toute explication conventionnelle. Les mêmes programmes qui avaient produit les documents de l'opération Grimoire. Les mêmes programmes qui avaient financé la recherche occultiste pendant la guerre froide. Pour la première fois, les scientifiques qui avaient travaillé dans ces programmes pouvaient la parler ouvertement. Et ce qu'ils ont décrit validait tout ce que les archives historiques avaient suggéré. Des gouvernements du monde entier avaient trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Quelque chose qui persistait à travers les décennies. Quelque chose qui répondait aux tentatives humaines de compréhension de manière qui semblait impossible. La série Secret Declassified du History Channel en 2025 est allée plus loin. Épisode après épisode, la série a exploré des documents gouvernementaux déclassifiés, montrant l'étendue complète de l'enquête officielle sur les phénomènes anormaux. Ce n'étaient pas des programmes de divertissement spéculatifs. C'étaient des analyses forensiques d'archives réelles. Et les archives racontaient une histoire cohérente. De 1950 à 2025, à travers de multiples administrations, à travers des changements de politique, à travers des transformations technologiques, les gouvernements avaient maintenu des programmes enquêtant sur l'inexplicable. Les méthodes avaient évolué. Le langage avait changé. Mais la recherche fondamentale n'avait jamais cessé. Ce qui signifiait que la question n'était pas de savoir si les gouvernements enquêtaient sur des phénomènes impossibles. Les preuves de cela étaient maintenant indéniables. La question était pourquoi ? Pourquoi 60 ans d'enquête continue ? Pourquoi tant de secrets ? Et plus crucialement, pourquoi le mystère persistait-il, malgré des décennies d'études par certains des esprits scientifiques les plus avancés de la civilisation ? Les chercheurs ont commencé à relier les points. La recherche occultiste soviétique de la guerre froide n'était pas un programme isolé. Elle faisait partie d'un effort d'investigation mondial qui s'était poursuivi sans interruption pendant plus d'un demi-siècle. Les États-Unis avaient eu leurs propres programmes équivalents. Le Royaume-Uni avait maintenu des recherches similaires. La France, la Chine, le Brésil, tous avaient documenté des enquêtes officielles sur des phénomènes qui défiaient toute explication conventionnelle. Et tous avaient trouvé les mêmes schémas impossibles. La connexion est devenue claire. Lorsque les scientifiques soviétiques ont découvert que les entités répondaient de différentes manières selon le cadre de croyance de l'observateur, ils ne documentaient pas une anomalie soviétique. Ils documentaient un phénomène mondial que les chercheurs partout rencontraient à répétition. La physique impossible, la conscience réactive, la persistance à travers le temps. C'était comme si quelque chose menait une expérience à long terme avec l'humanité, se présentant de manière cohérente par des moyens qui défient toute explication, répondant à l'investigation scientifique en restant scientifiquement inexplicable, semblant coopérer avec les chercheurs tout en garantissant que cette coopération ne mène jamais à une compréhension complète. La divulgation de 2025 a révélé quelque chose de profond. Non pas la nature du phénomène lui-même, mais la nature de l'investigation humaine sur le phénomène. Pendant 60 ans, les êtres humains les plus intelligents de la planète avaient appliqué les méthodes scientifiques les plus avancées disponibles pour tenter de comprendre ces schémas. Et pendant 60 ans, le mystère était resté parfaitement intact. Ce n'était pas un échec de méthode. C'était une caractéristique du phénomène lui-même.
Les scientifiques qui avaient travaillé dans les programmes de recherche classifiés ont décrit l'expérience en termes remarquablement cohérents. Plus ils approfondissaient leur investigation, plus le phénomène devenait complexe. Chaque réponse générait 10 nouvelles questions. Chaque avancée méthodologique révélait des couches supplémentaires d'impossibilité. C'était comme tenter de cartographier un territoire qui se réorganisait en réponse à l'acte même de cartographie. Le document Grimoire de 1956 avait parfaitement capturé cela. Les résultats continuent de défier l'interprétation scientifique. Non pas parce que les scientifiques étaient incompétents, mais parce que le phénomène lui-même semblait conçu pour résister à l'interprétation scientifique, tout en attirant simultanément l'investigation scientifique. Le changement dans la conscience publique fut dramatique. Avant 2025, les discussions sur les gouvernements enquêtant sur des phénomènes anormaux étaient largement considérées comme des théories du complot. Après, l'ère de la divulgation et secrets déclassifiés, c'est devenu une connaissance conventionnelle, non controversée, simplement un fait documenté. Mais cette acceptation grand public a soulevé une question plus profonde. Si les gouvernements avaient confirmé qu'ils enquêtaient sur l'inexplicable depuis des décennies, et si cette investigation n'avait toujours pas produit de réponse définitive, qu'est-ce que cela impliquait sur la nature de la réalité elle-même? Les analystes spécialisés ont commencé à se concentrer sur ce point précis. La divulgation ne répondait pas aux questions. Elle soulevait plus de questions que jamais, et ces questions étaient fondamentales. Si la technologie avancée du XXIe siècle capturait les mêmes schémas impossibles que les rapports de la guerre froide décrivaient, si les entités se comportèrent de manière qui restait inexplicable à travers 60 ans d'études scientifiques, si l'investigation elle-même semblait modifier ce qui était investigué, alors qu'est-ce que les humains rencontraient exactement? La réponse dépendait entièrement du cadre que vous appliquiez aux preuves. Pour les chercheurs scientifiques, les données de 2025 suggéraient une technologie extrêmement avancée d'origine indéterminée. Les vidéos militaires montraient des capacités de propulsion au-delà de l'ingénierie humaine actuelle. La question devenait qui ou quoi possédait cette technologie et comment elle fonctionnait. Pour les psychologues, les mêmes données suggéraient des phénomènes de conscience pas encore compris par les neurosciences. Le fait que les observations changent en fonction des attentes de l'observateur pointait vers des éléments subjectifs dans la réalité que la physique matérialiste n'accommodait pas. La question devenait comment la conscience façonnait l'expérience à des niveaux plus profonds que ce que la science actuelle reconnaissait. Pour les chercheurs de la tradition occultiste, les données de 2025 étaient une validation de cadres qui avaient existé pendant des millénaires. Des entités répondant différemment en fonction du cadre de croyance de l'observateur étaient exactement ce que les textes anciens avaient décrit. La question devenait quelle technologie spirituelle pouvait s'engager avec ces entités de manière plus efficace. Les 3 interprétations étaient également valides sur la base des preuves disponibles. Et toutes les 3 étaient mutuellement exclusives en termes d'implication fondamentale. C'était la véritable révélation de la divulgation de 2025. Non pas que les gouvernements avaient investigué l'inexplicable, mais qu'investiguer l'inexplicable ne le rendait pas explicable. La méthodologie scientifique, lorsqu'appliquée à certains phénomènes, semblait ne pas produire de convergence vers la vérité. Au lieu de cela, elle produisait une divergence en multiples interprétations également plausibles. Qu'est-ce que cela signifiait sur la nature de la vérité elle-même? Les registres officiels confirmaient que les gouvernements avaient rencontré quelque chose d'impossible, quelque chose qui persistait à travers les décennies, quelque chose qui répondait à l'investigation humaine de manière qui restait incompréhensible. Les vidéos militaires de décembre 2025 fournissaient des preuves physiques indéniables. L'ère de la divulgation fournissait un témoignage documenté. Secrets déclassifiés fournissaient les registres historiques complets. Mais aucune quantité de preuves ne résolvait la question centrale. Parce que la question ne concernait pas les données. Elle concernait ce que les données signifiaient. Et la signification dépendait entièrement du cadre interprétatif que vous choisissiez d'appliquer. Lorsque le colonel Komarov a rapporté avoir rencontré le diable en 1956, il ne faisait pas une affirmation métaphorique désinvolte. Il documentait une rencontre réelle qui défiait tous les cadres de compréhension disponibles. 69 ans plus tard, avec une technologie infiniment plus avancée, avec des méthodes scientifiques radicalement améliorées, avec des décennies de recherche accumulées, l'humanité faisait toujours face aux mêmes défis. Parce que rencontrer le diable ne signifiait pas rencontrer une entité spécifique. Cela signifiait rencontrer la frontière où tous les cadres humains de compréhension s'appliquaient et échouaient simultanément.
où la technologie était indiscernable de la conscience, où le physique était inséparable du psychologique, où l'ancien et le moderne convergeaient en schémas identiques d'impossibilité. La divulgation de 2025 a confirmé que cette frontière était réelle, que les gouvernements l'avaient cartographiée pendant des décennies, que la frontière demeurait fondamentalement mystérieuse malgré une enquête intensive. Mais que signifiait réellement rencontrer le diable? Que révélaient vraiment les preuves complètes de 1956 à 2025, de la recherche soviétique aux vidéos militaires européennes, des documents classifiés aux documentaires grand public, sur la nature de la réalité? Plusieurs interprétations restaient également valables. Et c'était peut-être précisément là le point. Alors, après plus de 60 ans d'enquête, de dossiers officiels et de divulgation moderne, que savons-nous réellement du projet Démon? Que prouvent réellement les documents gouvernementaux? La réponse est à la fois claire et profondément frustrante. Les dossiers officiels confirment de manière inéquivoque que le gouvernement des États-Unis a rencontré quelque chose d'impossible. Quelque chose qui défiait toutes les attentes. Quelque chose qui ne devrait pas exister dans les limites de la physique connue. Mais qu'était réellement ce « quelque chose » ? Cette question reste sans réponse. Synthétisons toutes les preuves que nous avons documentées. Nous avons commencé avec Coral Lorenzen et Jim Lorenzen créant l'APRO en 1952, construisant un réseau mondial d'enquêteurs civils qui a collecté des milliers de rapports détaillés. Ils n'étaient pas des théoriciens du complot marginalisés. C'étaient des chercheurs méticuleux qui appliquaient la rigueur scientifique à des phénomènes que la science dominante refusait d'étudier. Puis vint le docteur James McDonald, physicien de l'atmosphère respecté, qui a risqué sa réputation professionnelle pour témoigner devant le Congrès. Il n'a pas présenté de spéculations farfelues. Il a présenté des données, des cas avec plusieurs témoins, des preuves radars, des rapports militaires. Il a soutenu que les phénomènes aériens non identifiés représentèrent la question scientifique la plus importante à laquelle l'humanité était confrontée. Et en 1973, le gouvernement fut d'accord. Le département de la Défense a établi le projet Démon. Nom officiel, budget officiel, personnel officiel. Ce n'était pas un projet marginal mené par des enthousiastes. C'était une opération militaire classifiée, enquêtant sur quelque chose que les militaires considéraient comme une menace potentielle à la sécurité nationale. Les dossiers Majestic qui ont émergé des décennies plus tard ont révélé des détails opérationnels spécifiques. Emplacement des installations, nom du personnel, protocole de sécurité, structure de commandement. Ces documents décrivaient une opération qui n'observait pas simplement des phénomènes à distance. Elle tentait d'interagir avec eux, de les comprendre, peut-être même de les contrôler. Et puis, nous avons l'implication d'Allen Hynek, le même scientifique qui avait été le sceptique professionnel du gouvernement, qui avait créé des termes comme gaz des marais pour discréditer les observations. À la fin de sa carrière, Hynek collaborait avec l'APRO, validant sa méthodologie, reconnaissant que le phénomène était réel et méritait une enquête scientifique sérieuse. Toutes ces preuves pointent vers une conclusion inéluctable. Le gouvernement n'enquêtait pas sur une hystérie de masse. Il n'étudiait pas une mauvaise identification de phénomènes naturels. Il documentait des rencontres avec quelque chose de véritablement anormal. Mais c'est là que la certitude se termine et que le mystère persiste. Que signifie rencontrer le diable dans ce contexte? Les dossiers supportent plusieurs interprétations, et aucune ne peut être définitivement écartée. Interprétation littérale. Les chercheurs du projet Démon ont documenté de véritables phénomènes paranormaux. Des objets qui violaient les lois de la physique. Des entités qui exhibaient une intelligence non humaine. Une technologie qui transcendait les capacités terrestres. Dans cette lecture, le diable représente le complètement autre. Le véritablement extraterrestre. La confirmation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la réalité est beaucoup plus étrange que ne le permettent nos théories scientifiques. Interprétation métaphorique. Rencontrer le diable signifie confronter les limites absolues de la compréhension humaine. Les chercheurs ont rencontré des phénomènes qui étaient, par définition, impossibles à catégoriser. Non pas parce qu'ils étaient surnaturels, mais parce qu'ils transcendaient tous les cadres existants de compréhension. Dans cette interprétation, le projet n'étudiait pas des visiteurs extraterrestres. Il documentait l'expérience humaine de rencontrer la véritable inconnaissabilité. Interprétation opérationnelle. Projet Démon était un nom de code pour une technologie militaire classifiée. Peut-être des prototypes d'aéronefs expérimentaux, peut-être des systèmes de guerre psychologiques,
peut-être des opérations de renseignement conçues pour tester les réponses civiles et militaires à des menaces perçues. Dans cette lecture, tout le récit de phénomènes inexpliqués était un écran de fumée. Le véritable projet testait quelque chose de complètement ordinaire, mais profondément secret. Interprétation psychologique. Le projet étudiait les limites de la perception et de la cognition humaine. Non pas ce que les gens ont vu, mais comment et pourquoi ils ont interprété certaines expériences comme des rencontres avec l'impossible. Dans cette interprétation, rencontrer le diable signifie confronter le fonctionnement intérieur de la conscience humaine elle-même, les façons dont nos cerveaux construisent la réalité, les vulnérabilités dans nos systèmes perceptifs, les mécanismes psychologiques qui transforment des stimuli ambigus en récits définitifs. Laquelle de ces interprétations est correcte? Les dossiers officiels ne fournissent pas de réponse claire. Et c'est peut-être là la caractéristique la plus révélatrice du projet Démon. Ce n'est pas qu'il manque de preuves, c'est que les preuves supportent plusieurs explications mutuellement contradictoires, dont aucune ne peut être conclusivement validée ou rejetée. Pourquoi le mystère persiste-t-il? Pourquoi, après des décennies d'enquête, de documentation et de divulgation, ne pouvons-nous toujours pas dire définitivement ce que le projet Démon étudiait réellement? Une possibilité est que les dossiers les plus critiques demeurent classifiés. Que les documents que nous avons vus sont authentiques, mais incomplets. Que quelque part, dans des archives profondément enfouies, existe un rapport final qui répond à toutes les questions. Dans cette version, le mystère persiste parce que des informations clés sont activement supprimées. Une autre possibilité est que le projet lui-même n'a jamais abouti à des conclusions définitives. Que les chercheurs ont documenté des phénomènes qu'ils ne pouvaient genuinement pas expliquer. Que trouver le diable signifiait trouver quelque chose qui défiait tous les efforts de compréhension. Dans cette version, le mystère persiste parce que le phénomène lui-même est irréductiblement mystérieux. Une troisième possibilité est que différents éléments au sein du gouvernement avaient différentes compréhensions de ce qu'était le projet. Que pour certains, c'était une enquête sur des phénomènes aériens anormaux. Pour d'autres, c'était une couverture pour de la technologie classifiée. Pour d'autres encore, c'était une recherche psychologique sur la formation des croyances. Dans cette version, il n'y a pas de vérité singulière à découvrir parce qu'il n'y a jamais eu de projet singulier. Alors que concluent les experts? La docteure Rebecca Hardcastle-Wright met l'accent sur la validité de l'expérience vécue. Pour ceux qui ont connu de telles rencontres, la réalité du phénomène est incontestable. La question ne porte pas sur la survenance de l'événement, mais sur sa catégorisation et sa compréhension dans nos cadres épistémologiques actuels. Le docteur Kevin Knut privilégie l'approche scientifique rigoureuse. Il estime que les phénomènes anomalies requièrent une investigation minutieuse précisément parce qu'ils contredisent les théories établies. Le progrès scientifique procède non en écartant les anomalies, mais en les examinant méthodiquement. Nick Pope apporte une perspective réaliste de la sécurité nationale. Indépendamment de la nature des phénomènes, il constituait une préoccupation militaire suffisamment importante pour justifier des opérations classifiées durables. Le gouvernement a considéré la menace avec sérieux, bien qu'il n'en maîtrise pas la nature. Stanton Friedman affirmait que les preuves de visite extraterrestre étaient incontestables, que les gouvernements détenaient beaucoup plus d'informations qu'ils le reconnaissaient publiquement, que la divulgation intégrale exposerait des vérités qui redéfiniraient fondamentalement notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Quant à Jacques Vallée, il avertit contre les interprétations réductrices. Il suggère que le phénomène pourrait s'avérer plus énigmatique que la visite de voyageurs extraterrestres. Qu'il pourrait mettre en jeu des dimensions de la réalité que nos grilles scientifiques présentes ne peuvent intégrer. Tous ces experts ont examiné des preuves similaires. Tous sont arrivés à des conclusions différentes. Et peut-être est-ce précisément le point. Peut-être que la véritable signification de trouver le diable ne concerne pas la nature spécifique de ce qui a été trouvé. Peut-être concerne-t-elle l'expérience de la rencontre elle-même. L'expérience de confronter quelque chose qui résiste absolument à la compréhension, quelque chose qui reste fondamentalement autre, peu importe combien d'études est appliquée. Quelle est la valeur des questions sans réponse? Des mystères qui perdurent malgré l'enquête? Notre époque contemporaine envisage généralement les énigmes persistantes comme des défaillances provisoires. Des questions attendant leur réponse. Des vides épistémologiques que plus de recherches, de meilleures technologies et une réflexion approfondie combleront tôt ou tard. Cependant, certains mystères servent des enjeux plus fondamentaux. Ils nous rappellent que la réalité transcende notre saisie d'elle, qu'il existe des frontières aux maîtrises et à la classification humaine.
que rencontrer l'impossible ne constitue pas une défaillance cognitive, mais plutôt une dimension constitutive de l'expérience humaine. Le projet Daemon, quoi qu'il ait été, représente cette catégorie de mystère. Les dossiers officiels prouvent que le gouvernement a rencontré quelque chose qu'il considérait comme impossible. Quelque chose qui méritait une enquête extensive et classifiée. Quelque chose qui défiait l'explication facile. Qu'était-ce? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais peut-être que la persistance de la question est plus précieuse que n'importe quelle réponse définitive pourrait l'être. Parce que tant que le mystère demeure, nous continuons à chercher, à questionner, à enquêter, à refuser d'accepter que nous savons déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la nature de la réalité. Le projet Daemon s'est officiellement terminé il y a des décennies. Mais les phénomènes qu'il enquêtait continuent d'être rapportés. Les questions qu'il a soulevées demeurent sans réponse. Et peut-être est-ce exactement comme cela devrait être. Parce que les mystères les plus profonds ne sont pas des puzzles à résoudre. Ce sont des invitations à continuer d'explorer, à rester curieux, à reconnaître que l'univers est plus étrange, plus complexe et plus merveilleux que n'importe quelle explication singulière pourrait capturer. Alors, après toute cette enquête, toute cette documentation, toute cette analyse, nous revenons à la question centrale. Que révèlent les dossiers? Ils révèlent que le gouvernement des États-Unis a rencontré quelque chose d'impossible, quelque chose qui défiait l'explication, quelque chose qui a résisté à des décennies d'enquêtes classifiées. Ce que c'était réellement peut rester à jamais inconnu. Et peut-être que la véritable valeur ne réside pas dans la résolution du mystère, mais dans la reconnaissance que certaines rencontres avec l'impossible sont conçues pour rester impossibles. Que trouver le diable signifie confronter les limites absolues de la compréhension humaine. Et vous? Que pensez-vous que les dossiers révèlent? Pensez-vous que le projet Daemon étudiait des visiteurs extraterrestres? De la technologie militaire classifiée? Des phénomènes psychologiques? Quelque chose qui transcende toutes ces catégories. La beauté du mystère est que chacun de nous peut examiner les mêmes preuves et arriver à des conclusions différentes. Et toutes ces conclusions nous disent quelque chose sur la façon dont nous comprenons la réalité, le possible et les limites de la connaissance humaine. Si vous êtes fasciné par les mystères historiques non résolus, par les enquêtes gouvernementales classifiées, par des questions qui défient les réponses faciles, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il y a des dizaines d'histoires comme celle-ci. Des cas documentés de gouvernements confrontés à l'impossible. Des projets qui demeurent classifiés. Des phénomènes qui continuent de défier toute explication. Le voyage vers les limites de la connaissance humaine ne se termine jamais. Il y a toujours un document de plus à découvrir. Un témoin de plus à interroger. Une théorie de plus à explorer. Et parfois, les mystères les plus profonds ne concernent pas la recherche de réponses. Ils concernent l'apprentissage de meilleures questions. La reconnaissance que l'impossible peut être plus réel que le possible. Que l'inconnu peut être plus important que le connu. Le projet Daemon nous invite à considérer que peut-être la plus grande découverte n'est pas d'expliquer l'inexplicable, mais de reconnaître que certains aspects de la réalité sont conçus pour demeurer au-delà de la compréhension humaine. Et lorsque nous y sommes confrontés, lorsque nous rencontrons le véritablement impossible, peut-être rencontrons-nous enfin quelque chose de réel. Les archives officielles le confirment. Le gouvernement a rencontré quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. 60 ans plus tard, nous ne le pouvons toujours pas. Et peut-être est-ce exactement ainsi que le mystère le plus profond devrait demeurer. Toujours à la limite de la compréhension. Nous invitant toujours à regarder plus profondément. Nous rappelant toujours que la réalité est plus vaste que notre capacité à la catégoriser. Le projet Daemon s'est terminé. Mais la rencontre avec l'impossible continue.